Bonjour à toutes et à tous. Ah, c'est normal, d'accord. Mais vous m'entendez, donc c'est formidable. Je me présente très vite. Donc, je suis Karine Fouteau. Je suis directrice de la publication et présidente de Mediapart. J'ai pris la suite d'Edoui Plenel il y a un an déjà, un an et demi même, puisque c'était en mars 2024. Et je vais vous parler un peu de ce qui fait la spécificité du modèle de Mediapart, avec évidemment l'information de qualité au centre, et vous dire que je suis ravie d'être ici. Mediapart, d'une manière générale, on est toujours très très content d'échanger avec le public et avec des étudiants forcément encore plus parce que vous êtes à l'avenir, de potentiels abonnés et puis des journalistes a priori, donc voilà, c'est chouette de partager du savoir ensemble. Je vais essayer de pas être trop longue pour qu'ensuite on ait un vrai temps d'échange, mais si vous avez des questions qui s'imposent, y compris pendant ma présentation, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour ça, pour tout éclaircir, donc voilà, vous m'interrompez, il y aura pas de souci. Alors, vous reparlez de Mediapart depuis le début. Donc Mediapart a été créé il y a 17 ans maintenant, en 2008. Mediapart a été créé par des journalistes. Je crois que c'est important de le dire. Voilà, c'est un journal qui a été créé par des professionnels de l'information. Parmi ses fondateurs, vous en connaissez forcément un, Edoui Plenel, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui était auparavant directeur du Monde. Mediapart, c'est un journal d'information générale qui est indépendant de tous les pouvoirs et qui est aussi un journal participatif qui est basé uniquement sur l'abonnement. C'est-à-dire que la totalité de nos revenus viennent de nos lecteurs et de nos lectrices. Et aujourd'hui, nous bénéficions d'un socle de 245 000 abonnés. Ce sont les chiffres les plus récents. Pour vous donner un aperçu de 145 000 abonnés, donc des abonnés numériques, ça nous place en 3e position dans le paysage des abonnements numériques, derrière Le Monde et derrière Le Figaro. Et pour vous rappeler, sans doute que vous le savez, mais Le Monde a été créé en 1944 et Le Figaro en 1826. Donc, vous voyez, en 17 ans, c'est une performance qui est intéressante pour Mediapart de se positionner à la troisième position. Alors, notre mission principale, c'est de publier des informations d'intérêt général. C'est une mission démocratique qui est la nôtre, et c'est pas forcément une mission qui est partagée absolument par tous les journaux, mais enfin, nous, c'est comme ça qu'on se la représente. C'est de placer celles et ceux qui nous gouvernent face à leurs responsabilités. C'est assez commun dans le journalisme anglo-saxon, cette manière de voir les choses. Peut-être parfois un peu moins en France. On pourra y revenir si vous avez envie qu'on se projette sur ces différences. En tout cas, nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui est important pour nous. On considère que c'est notre rôle citoyen de donner de l'information aux citoyens sur celles et ceux qui prennent les décisions en leur nom au moment des élections. Alors, pour vous parler un petit peu plus de la manière dont Mediapart est organisé, ah oui, alors voilà, c'est quand même commencer par l'équipe, parce que c'est quand même le cœur le moteur de l'information vient de l'ensemble de l'équipe, 150 salariés dont 65 journalistes. Donc vous voyez, moitié rédaction, moitié service opérationnel. C'est vraiment très important pour nous de garder à peu près cet équilibre. Je vous le dis d'autant plus que quand Mediapart s'est créé en 2008, on était une vingtaine. Donc moi, je fais partie de l'équipe du départ. J'ai été recrutée par Edoui au moment du rachat des Échos par LVMH, et j'étais très heureuse de pouvoir quitter la barque des Échos à ce moment-là, et de toute façon je l'aurais fait sur le motif de l'indépendance. Il se trouve qu'il m'a contacté, donc c'est très bien tombé.
petite parenthèse refermée, 150 salariés, moitié de journalistes. Pourquoi c'est important? Parce que justement en 2008, on était une vingtaine et 17 ou 18 journalistes. Donc, vous voyez, pour un journal qui se crée uniquement en ligne, on voit bien qu'il y avait un déséquilibre total. Donc, on a mis beaucoup de temps avant de rattraper cet équilibre et aujourd'hui, on considère que cet équilibre, il est vraiment important et il faut qu'on s'y tienne pour la suite. 6500 enquêtes publiées depuis 2008 et 4,1 millions de visiteurs par mois, voilà, des chiffres un peu généraux. Ce que je vous ai pas dit, qui est quand même très important, c'est que Mediapart, en 2008, a choisi ce modèle du paywall, donc cette idée de faire financer son journalisme par les lecteurs et les lectrices, c'était une idée assez innovante à l'époque. Alors vous étiez sans doute encore à l'école, peut-être au collège ou primaire, je sais pas exactement, il faudrait que je fasse le calcul vite fait. En tout cas, en 2008, le journalisme en ligne, c'était gratuit. C'était l'idée que l'internet, c'est formidable, c'est ce nouveau monde qui s'ouvre d'échanges, de savoir entre égaux et que ça allait être une utopie formidable. C'était un peu l'idée. Bon, vous voyez où on en est aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup assombri, de par l'accaparement des GAFAM, mais pas seulement. Donc l'idée de nos fondateurs, des fondateurs de Mediapart, de se dire oui, mais en fait, si les lecteurs et les lectrices ne payent pas l'information, quelqu'un d'autre va la payer. Et donc, il faut absolument qu'on retourne ce paradigme et qu'on accepte l'idée d'un paywall. C'était assez innovant à l'époque. Et vous avez vu que par la suite, vous avez dû étudier ça dans vos cours racontant l'évolution récente des médias et la manière dont ils se sont adaptés à la révolution numérique. Évidemment, la plupart des journaux se sont rangés à cette idée, même si certains, il y a tout un tas de modèles différents qui existent. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais je suis sûre que vos professeurs vous en parlent fréquemment. Alors, évidemment, ce qui est central pour Mediapart, c'est que nous sommes un journal indépendant de tous les pouvoirs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, très concrètement? Que nous ne recevons pas de publicité, que nous ne recevons pas d'aide publique, que nous ne signons pas d'accords financiers avec les plateformes. Et je rajouterais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'actionnaires milliardaires à notre tête, ce qui fait quand même une grosse différence par rapport à de nombreux médias, puisque vous savez que le nombre de médias détenus par des milliardaires en France est très important, sans doute beaucoup trop important. Quand je dis qu'aujourd'hui nous ne recevons pas d'aide publique, c'est la vérité, mais nous ne sommes pas contre les aides publiques par principe. On considère qu'il est tout à fait légitime que l'État participe, contribue au pluralisme de la presse et distribue des aides publiques. Et d'ailleurs, Mediapart, les 2 premières années de son existence, donc entre 2008 et 2010, a touché des aides publiques. Mais nous avons considéré qu'à partir du moment où nous étions à l'équilibre, et donc nous avons été à l'équilibre, c'est-à-dire que nous avons commencé à gagner plus d'argent que nous en dépensions à partir de 2010-2011, à partir de ce moment-là, il était plus légitime que nous percevions de l'argent public. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que nous avons refusé de toucher ces aides. Je fais une petite parenthèse pour le dire aussi, parce que je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui. J'ai très rapidement évoqué la concentration des médias avec le rôle des milliardaires qui détiennent la plupart des titres de presse en France. Un autre problème, c'est l'absence de transparence et l'absence de critères judicieux pour répartir ces aides publiques. Je pense à mon ancienne journal Les Échos, donc aujourd'hui détenu par Bernard Arnault. Je suis confondue à l'idée de penser que Bernard Arnault, milliardaire, est le premier bénéficiaire des aides publiques. Alors pas seulement pour Les Échos, hein, pour Le Parisien et les autres titres qu'il possède, mais il faudrait imaginer un système où les aides soient réparties
en fonction de la manière dont la propriété, le capital est détenu. Et puis, évidemment, il faudra aussi conditionner ces aides à la transparence sur, par exemple, les financements, à la transparence sur les budgets. Mediapart se distingue aussi là-dessus, puisque chaque année, nous rendons public nos comptes. J'y reviendrai ensuite. Je vous fais des petites parenthèses à des moments pour éclairer mon propos. Alors, oui, les 2%, oui, effectivement, je vous ai dit la totalité. Donc, c'est 98% des revenus qui sont issus de nos abonnés. Les 2%, ce sont en fait des déclinaisons de nos contenus. Les bandes dessinées, le film, les films. Voilà, c'est de la production journalistique qui est traduite sous des formats différents. Voilà. Et pour une équipe, et là je parle pas seulement de l'équipe journalistique, parce qu'un journal, c'est une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est aussi constituée de services opérationnels, de marketing, de gestion, de services produits et techniques. C'est hyper important pour nous d'avoir uniquement cet objectif de croissance du nombre d'abonnés, puisque ça nous permet de nous aligner complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fissure, par exemple, entre le service marketing ou le service publicité qui pourrait être intéressé justement de chercher de l'argent dans d'autres endroits, le service marketing qui pourrait avoir envie, plutôt que de vendre le contenu éditorial, pourrait avoir envie de vendre des festivals ou des événements publics à des collectivités. Nous, tout le monde, est aligné pour avoir un seul objectif, c'est produire la meilleure information possible et convaincre le plus possible de lecteurs et de lectrices de s'abonner à Mediapart. C'est vraiment un objectif qui est très simple et qui nous permet d'être tous unis dans cet objectif. Alors, je vous ai dit que Mediapart n'a pas de milliardaire à sa tête. On n'a même plus les fondateurs à notre tête. On est même aujourd'hui, depuis 2019, on est même indépendant des fondateurs, puisque les fondateurs, en 2008, donc ont fondé Mediapart et détenaient la majorité du capital de Mediapart. En 2019, ce qu'on a fait, c'est que l'équipe, enfin le journal, pas l'équipe, parce qu'on n'est pas une coopérative, le journal, avec ses ressources, a remboursé les fondateurs et on a construit ce dispositif juridique avec le Fonds pour une presse libre, le FPL, qui aujourd'hui détient le capital de Mediapart et qui, ce Fonds pour une presse libre, a deux missions. D'une part, soutenir la presse indépendante par le biais d'appels à projets. Donc, il y a tout un tas de confrères, de médias confrères qui postulent chaque année auprès du FPL pour obtenir une aide de 10 000, 20 000, 60 000 euros pour certains. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de soutenir, d'accompagner en les finançant des projets de la presse indépendante. L'autre mission du FPL, c'est donc de garantir la protection du capital de Mediapart, puisque depuis cette date, depuis 2019, non seulement Mediapart est indépendant, y compris de ses fondateurs, mais surtout, parce que ça c'est un peu la blague, surtout le capital de Mediapart ne peut plus être racheté ni vendu. Je me montre parce qu'en l'occurrence, je pourrais avoir envie de vendre le capital de Mediapart à d'autres en cas de difficulté. Ce n'est plus possible, y compris si on a des bonnes raisons de demander et d'avoir besoin d'argent supplémentaire. Ce ne sera plus possible. Donc, comment s'y prend-on? Eh bien, avec Cécile Sour, qui est la directrice générale du journal, on s'assure que chaque année, le journal donc est bénéficiaire. Je crois qu'il y a une petite slide là-dessus, j'y reviendrai. Le journal est bénéficiaire. Chaque année, on utilise l'argent à la fois pour réinvestir, croître. Deuxième partie pour assurer la cohésion de l'équipe, donc traduction, conditions de travail. Et troisième partie, mettre de côté, dans le FPL, mettre de l'argent de côté comme une réserve en cas de coup dur, en cas de difficulté majeure, exemple, au hasard, arrivée de l'extrême droite au pouvoir, on pourra y revenir si vous voulez, dans le futur, le plus lointain possible, je l'espère, eh bien, nous avons sous la main les ressources nécessaires pour faire face. Ce qui fait que, à aucun moment,
la direction ne sera dans la position de devoir demander de l'argent à quiconque à l'extérieur. Donc ça, c'est pour nous vraiment extrêmement important. Ça garantit l'indépendance à vie de Mediapart, à vie illimitée, voilà, de Mediapart. Donc pour nous, cette structure juridique, elle est absolument essentielle. Alors, donc cette indépendance, pour moi, elle est évidemment structurelle, elle est nécessaire, comme je vous l'ai dit, pour produire des informations sans censure, sans pression, sans autocensure. C'est un des biais principaux quand vous êtes détenu par un propriétaire milliardaire. Il n'est pas toujours aisé pour un journaliste d'écrire sur les propriétés de ce propriétaire milliardaire. Donc les formes d'autocensure qui peuvent être générées par le manque d'indépendance. Donc évidemment, l'indépendance, elle est profitable éditorialement puisqu'on est absolument sans fil à la patte. Mais cette indépendance, elle est aussi absolument nécessaire. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que notre système peut s'auto-générer, peut se poursuivre, peut fonctionner sur la longue durée. C'est-à-dire que si à partir du moment où le nombre d'abonnés de Mediapart commencerait à croître trop fortement, on serait en difficulté, puisque notre indépendance financière serait mise en péril, et notre indépendance financière, c'est ce qui garantit que, éditorialement, nous puissions être aussi, évidemment, complètement indépendants. C'est une sorte de cercle vertueux qui suppose que, toujours, nous soyons en capacité d'accroître le nombre de nos abonnés. Ce qui est par ailleurs une mission démocratique. Quand on fabrique un journal dans une démocratie, ce qu'on cherche avant tout, c'est à faire en sorte que l'information de qualité soit accessible à tous et à toutes le plus largement possible. Donc c'est une sorte de cercle vertueux. Donc depuis 14 ans maintenant, donc depuis 2010, le journal est rentable. Il a été sans discontinuer depuis 14 ans. Et pour vous donner une indication, 2010, c'est nos révélations sur l'affaire Bettencourt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que vous avez eu l'occasion de voir le film qui est sorti, d'ailleurs qui donne pas du tout grâce à la partie financière, politique de cette affaire, et qui en fait une histoire plutôt familiale. Bon, ce que c'est aussi en partie, mais enfin bon, bref, du coup il y a tout un volet qui est oublié. Parenthèse refermée. Toujours est-il que donc 2010, on sort l'affaire Bettencourt, et là, c'est l'arrivée de Mediapart dans l'espace politico-médiatique. Les abonnés commencent à s'abonner en masse, les lecteurs commencent à s'abonner en masse, l'image du journal commence à être vraiment répertoriée, identifiée dans l'espace public, et toute l'histoire du journal, les coups d'accélérateur ont été donnés presque toujours par des grosses enquêtes, puisque effectivement, ce qu'on a au cœur en termes d'information de qualité dont je parlais tout à l'heure, c'est évidemment l'investigation qui va avec l'idée de placer les puissants, les gouvernants face à leurs responsabilités. Donc le journal est profitable depuis 14 ans, pas d'endettement bancaire, des investissements autofinancés et des réserves financières pour l'avenir. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les réserves qu'on met de côté dans le FPL, voilà, en cas de coup dur, pour qu'on ait sous la main la capacité de se refinancer. Alors, peut-être oui, on dira un peu plus sur ce qu'on fait quand même. Bon, alors, en même temps, vous êtes des apprentis journalistes, donc tout ça, évidemment, est très peut-être évident pour vous, mais enfin, il est bon de le rappeler par les temps qui courent. Donc, l'idée à Mediapart, c'est qu'évidemment, on souhaite mettre les faits au centre. On considère qu'il y a une bataille à mener sur les faits, notamment dans un moment où l'espace politico-médiatique est ravagé par la diffusion des fake news, et notamment de la part de la sphère Bolloré qui a gagné en puissance de manière vertigineuse en très très peu de temps. Donc on a une bataille à mener pour lutter contre les préjugés, pour lutter contre les fausses nouvelles, et donc on considère que notre métier est au cœur, et pas seulement Mediapart, l'ensemble de la profession des journalistes
est au cœur de cette bataille. Et j'ai envie de vous dire, parce que peut-être vous dites, oh là là, je vais arriver sur le marché du travail à un moment terrible. Moi, je considère que notre métier prend tout son sens dans les périodes les plus terribles de l'histoire. En fait, regarder les trains passés, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour un journaliste. Décrire les faits, c'est important, mais ce qui est important, c'est de réussir à faire bouger les lignes. J'y reviendrai après. Et donc, quel rôle, quelle utilité on peut avoir, quelle utilité sociale notre métier peut avoir dans un moment comme ça. Je trouve que dans des moments de troubles, de grands troubles, de chaos, notre mission prend tout son sens. Donc évidemment, une information honnête, recoupée, vérifiée, documentée. J'ai pas mis évidemment pour chaque personne éventuellement mise en cause le contradictoire, absolument indispensable sur tous les papiers, sinon l'article ne passe pas la première relecture. Parfois, pour les enquêtes les plus importantes, un travail qui est anticipé d'éventuelles poursuites judiciaires. Donc, on met de côté les documents qui pourraient nous être demandés en cas de plainte. On demande éventuellement aux témoins, aux personnes, aux sources, qu'elles remplissent des formulaires indiquant si elles sont prêtes à témoigner devant la justice le cas échéant. Donc, y compris des personnes qui parlent en off. Évidemment, on ne les oblige pas. Mais si elles le souhaitent, et ça arrive en fait assez fréquemment, que des personnes qui parlent en off dans les papiers acceptent de nous signer ce document montrant qu'elles seront prêtes à témoigner en cas de procès en défense de l'article. C'est pas toujours le cas, mais c'est évidemment important. Et le deuxième mot qui manque après contradictoire, c'est le respect absolu des sources. C'est imparable. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit à l'erreur là-dessus. C'est le lien de confiance avec nos lecteurs et nos lectrices, il se crée là-dessus. C'est-à-dire sur le fait qu'on est en capacité totale. Il n'y a pas de faille dans ce dispositif. En capacité totale de protéger nos sources. Je vous donne un exemple là, qui a été aussi un autre moment où la montée, l'ascension des abonnés a été importante pour Mediapart. C'est au moment de l'affaire Cahuzac. Donc, vous vous souvenez, ministre du budget, mandature de François Hollande, on sort des informations révélant que ce ministre du budget avait un compte en Suisse, un compte caché en Suisse, à un moment d'ailleurs où je crois qu'il est en train de mettre en place un plan de lutte contre l'évasion fiscale. Bon, nos révélations sont publiées et là on a pendant 2-3 mois des journaux, en fait la plupart des journaux et tout le personnel politique qui se retournent contre Mediapart, puisque Jérôme Cahuzac a mis du temps avant d'admettre qu'il avait effectivement un compte en Suisse. Eh bien, pendant ces 3 mois, on ne pouvait pas donner un certain type d'information qui était un peu ce qu'on appelle le smoking gun, c'est-à-dire vraiment l'information déterminante, parce que on risquait de mettre en péril notre source. Mais on a tenu bon, nous on savait qu'on avait tout ce qu'il fallait de toute façon, et à force d'enquête, eh bien, puisqu'on a continué d'enquêter, de recevoir des informations, vous savez comment ça se passe dans le journalisme d'investigation, vous commencez à enquêter sur un sujet, ça réveille d'éventuels endormis qui avaient pensé mais n'ont pas fait, etc. Et vous écrivent dans la foulée de vos premières révélations. Et donc, on a tenu bon pendant 2-3 mois, je sais plus exactement, ça a duré quand même assez longtemps, un moment où, y compris les confrères, se retournaient contre Mediapart. Mais, voilà, pour vous dire à quel point la question de la protection des sources est incontournable. Bon, un journalisme d'impact, est-ce vraiment indispensable? C'est une vieille slide. Il se trouve qu'elle tombe très bien parce que je vois qu'au milieu il y a violence policière. Et justement, je me disais tiens, ça fait longtemps qu'on n'a rien sorti sur les violences policières. C'est peut-être pas la peine quand j'ai préparé mes documents. Peut-être pas la peine que je le mette au centre. Bon ben voilà. Vous avez peut-être vu les éléments vidéo qu'on a sorti hier. C'est typiquement ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire
donner à voir ce qui est caché, ignoré, placé sous silence. C'est notre mission d'intérêt public. Je disais, on n'est pas là pour regarder passer les trains. Après, le journalisme de description, c'est important aussi. On fait aussi de l'analyse, du reportage, donner la parole aux gens, rendre visibles les invisibles, c'est aussi extrêmement important. Mais c'est vrai que ce qu'il y a au cœur pour nous, c'est comment on arrive à faire bouger les lignes avec nos informations. Donc, cet exemple sur les violences policières, pour l'instant, je suis pas sûre que c'est encore fait bouger les lignes. Le nouveau ministre de l'Intérieur a ouvert une nouvelle enquête administrative. On va voir ce que ça va donner. Je peux vous donner évidemment l'exemple de l'affaire libyenne, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, puisque sans doute que vous le savez, mais c'est quand même 13 ou 14 ans d'enquête. On a commencé nos premières révélations en 2011. La justice a ouvert une enquête de son côté en 2013. Nous avons continué de notre côté, chacun son rôle, à enquêter. C'est plus de 200 articles sur l'affaire libyenne au total. Donc ça a abouti à un procès en janvier dernier qui a duré 3 mois et la condamnation de Nicolas Sarkozy. Voilà, il me semble que ça illustre assez bien l'idée d'un journalisme d'impact, même si ce qu'on cherche là aussi, enfin j'allais dire entre nous, bon on est filmé, mais on cherche pas à faire du baltrap en fait, hein, on cherche pas à faire tomber les ministres, c'est pas ça notre mission. C'est juste de révéler des faits et de placer les personnalités publiques face à leurs responsabilités. Je crois que ça fait la 3e fois que je le dis, mais bon voilà, comme c'est le cœur de ce qu'on fait, comme ça vous l'aurez bien compris. Les questions sur lesquelles on met pas mal de moyens sont les questions de discrimination, les questions d'écologie, bon évidemment la corruption politico-financière, hein, les atteintes à la probité, j'en ai parlé par l'affaire libyenne. L'impact aussi, peut-être vous dire, justement cette affaire Cahuzac dont je parlais tout à l'heure, elle a eu un impact majeur au-delà du fait que Jérôme Cahuzac a fini par admettre les faits. Elle a eu pour conséquence la création du parquet national financier, donc le parquet qui spécifiquement est chargé de démasquer la délinquance en col blanc. Elle a également eu pour conséquence cette enquête de créer la haute autorité pour la transparence de la vie publique, donc qui demande aujourd'hui aux élus de présenter leurs revenus. Plusieurs peut-être autres exemples sur des registres un peu différents. On a sorti en 2007 ou 2009, pardon, j'ai plus forcément exactement la date en tête, des premières enquêtes sur les financements russes du FN, puisque ça devait être encore avant la transformation du nom en Rassemblement National. Et ensuite, dans la foulée de cette enquête, une loi a été votée pour interdire aux partis politiques français de se financer par des banques hors de l'Union européenne. Et un autre exemple que j'aime bien donner, parce que il fait aussi partie de l'histoire de Mediapart, une thématique sur laquelle on n'était pas du tout présente au début de Mediapart, ce sont les violences sexistes et sexuelles. On a même participé, voire été parmi les premiers, voire le premier journal à commencer à enquêter de manière ample sur ces questions. C'est en 2016, l'une des toutes premières enquêtes de Lénaïque Bredou, qui est aujourd'hui co-directrice éditoriale et qui est notre gender editor, notre responsable aux questions de genre. Cette enquête, pour moi, elle est importante parce que elle montre que Mediapart a su être en écho avec un mouvement profond de la société. Puisque un an et demi plus tard, on a le mouvement MeToo, et évidemment, Mediapart n'a rien provoqué en ce sens-là, mais ce que je veux dire, c'est que Mediapart a su entendre, puisque si le mouvement, il éclot et il déboule sur la place publique en 2018, c'est qu'en fait, les choses sont mûres et bruissent dans les sous-bassements de la société depuis un bout de temps. Voilà. Et donc, pour moi, le fait que un journal soit à l'écoute de son temps, c'est évidemment absolument fondamental. Et si en plus, il peut être à l'écoute de la jeunesse, c'est encore mieux. Alors là, je suis où? Ah oui, je suis là. Bon,
du sens contre la confusion. C'est un peu la poursuite de la question de placer les faits au centre, c'est de produire du sens. On est dans un monde chaotique, sans repères, et on le sent très fort. Ce dont ont besoin nos lecteurs et nos lectrices, c'est d'éclaircissement, d'y voir clair. Donc, comment on analyse, comment on met la lumière sur certains points plutôt que sur d'autres, comment on fait de la pédagogie aussi, c'est évidemment très important pour être utile pour nos lecteurs et nos lectrices. Et pour finir, parce que je voudrais quand même qu'on garde du temps, je sais pas quelle heure il est. 14 heures. Ça fait déjà... Ah oui, c'est ça. Bon, bah, donc j'ai presque fini, c'est très bien. Pour Mediapart, c'est absolument essentiel, puisque, comme vous l'avez compris, on doit tout. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, selon notre slogan. Donc, c'est-à-dire qu'on doit tout à notre public d'abonnés. Donc, on se doit de construire avec eux une relation de confiance très forte. Donc, on va beaucoup au-devant de nos lecteurs et de nos lectrices pour s'assurer qu'on est en phase avec eux, pour s'assurer que le contact n'est jamais rompu. Et c'est l'idée du média participatif. C'est évidemment au cœur du mot de Mediapart. Ce qu'on cherche à faire, c'est faire de Mediapart un lieu d'échange où on se sent à l'aise, où on peut commenter, bloguer. Pour les personnes qui sont abonnées, l'abonnement leur donne immédiatement l'accès à un blog, à la possibilité de commenter aussi. L'idée de créer un lieu d'échange safe, citoyen, et où on se sent à l'aise, voilà, où on se sent en sécurité. Si vous voulez que j'y revienne, on a pas mal de points d'amélioration à apporter là-dessus, parce que c'est compliqué, notamment, je pense pas au blog, mais aux commentaires, qui était un lieu hyper intéressant en 2008, quand Mediapart a débuté, et qui s'est un peu perdu en chemin, il faut bien le dire. Et puis voilà, ce qu'on fait aussi de plus en plus ces derniers mois, ces dernières années, c'est de renforcer le lien avec le public, le plus possible, de se présenter à nos abonnés, mais pas seulement à nos abonnés, aussi à notre audience. Quand je dis audience, c'est que j'entends plutôt les personnes qui s'intéressent à Mediapart, qui gravitent autour, puisque je vous ai parlé du paywall, mais en vérité, il y a tout un tas de contenus de Mediapart qui sont en accès libre, et c'est évidemment fait exprès pour que les gens aient quand même un avant-goût, une idée de la manière dont on travaille et ce qu'on fait. Donc, à l'air libre, par exemple, pas mal d'émissions vidéo, nos newsletters sont aussi en accès libre. Donc là, l'idée c'est d'organiser le plus possible d'événements, de rencontres avec notre public. Donc on le fait une fois par an. On a un festival dédié. Cette année, ça a eu lieu au Point Fort d'Aubervilliers. Des événements publics, on en fait régulièrement. Le dernier qu'on ait fait, c'était sur la corruption. Dans une salle du 12e arrondissement, pardon, j'ai oublié le nom. C'est Grande Zéro, exactement. Là, l'idée, c'était de se dire, ok, donc c'était 10 jours à peu près après la décision judiciaire sur l'affaire libyenne. Donc nous, on s'attendait naïvement, bon, j'exagère un peu parce qu'on s'y attendait pas complètement, mais bon, en tout cas, on aurait cru bon que le débat public se déploie pendant les 10 jours qui est suivi sur les atteintes à la probité, le problème de la délinquance en col blanc, des manières potentiellement pour nos législateurs d'y remédier. Pas du tout, je vous fais pas le débat. Le débat s'est complètement inversé sur les coupables. Et donc les coupables, c'est à la fois la justice et la presse indépendante, pour ne pas dire Mediapart. Donc, pour remettre les choses dans l'ordre, on a décidé nous-mêmes d'organiser le débat qu'on jugeait légitime. On a fait un débat sur Gaza aussi en juillet, un débat public sur Gaza. On pensait que c'était aussi très important d'être présent sur cette thématique à ce moment-là. Et voilà, c'est des choses qu'on va faire de plus en plus. On se rend compte à quel point c'est bénéfique pour les gens qui viennent, puisque l'accueil est toujours hyper chaleureux. On y vient gratuitement, je le dis, parce que c'est vrai que la plupart de nos confrères médias qui font des festivals font payer les entrées, ce qui n'est pas notre cas. On veut vraiment que tout le monde puisse y avoir accès de manière très large.
Je sais plus ce que je voulais dire, mais peu importe. Voilà, et je me dépêche, mais voilà, je crois que je suis quasiment à la fin. C'est un autre lieu hyper important pour nous, la question de la transparence. On demande beaucoup de nos dirigeants, on exige une forme, non pas forcément de transparence, mais en tout cas de responsabilité. Et donc nous, on se doit absolument d'être irréprochable dans les valeurs qu'on porte comme organisation. Donc ça se traduit par beaucoup d'efforts en termes de conditions de travail pour s'assurer que ce qu'on défend dans nos colonnes soit défendu aussi dans notre manière de vivre ensemble. Et puis, évidemment, le lien avec le public, ça se traduit par le fait qu'on publie nos chiffres chaque année. Bah, personne d'autre ne le fait, hein, je crois, encore aujourd'hui. Dans ce lien aussi, il y a cette boîte noire qui raconte un peu comment on travaille. Et puis, je crois peut-être d'autres ont repris derrière. Chaque journaliste est tenu de mettre sa déclaration d'intérêt accolée à son profil sur le site. Voilà. J'en ai fini par ma présentation. Personne n'a osé Personne n'a osé m'interrompre, mais c'est à vous. J'ai le micro par ici, si vous avez des questions. Non, c'est noté déjà. Ah, là-bas. Bonjour. Bonjour. Alors, une question un peu double. Comment vous réagissez au balbutiement de l'IA, parce que je pense qu'on en est qu'au début, à deux niveaux, au niveau de la production de l'information, est-ce que vous vous en servez, et au niveau de sa diffusion, parce qu'on sait par exemple que Le Monde a passé donc vous le disiez que vous ne faisiez pas d'accord, mais comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça comme une menace? Est-ce qu'on va perdre des lecteurs comme certains médias? Comment vous voyez ça sur les deux niveaux? Merci. Sur la question de principe, l'IA, c'est une nouvelle technologie, donc en soi, ce n'est ni bien ni mal. Toute la question est de savoir comment on s'en sert, quel usage on en fait. À ce titre, on a publié une charte de la manière dont on se sert de l'IA à Mediapart, que vous pourrez trouver en ligne. Qui décrit assez précisément ce principe, mais aussi de manière plus détaillée comment on s'y prend service ou pôle par pôle. Donc évidemment, il est absolument impossible d'utiliser l'IA pour toute rédaction d'articles. Après, on peut imaginer que l'IA puisse nous servir. Parfois, dans la recherche, on peut considérer que Google n'est pas forcément si éloigné d'une forme de n'importe quel moteur de recherche, pour ne pas forcément citer celui-là, pas forcément si éloigné qu'une autre forme d'IA. Et par exemple, on en discutait tout à l'heure avec Alice sur les leaks, sur des documents massifs. L'IA, la notion de recherche de l'IA peut aider à repérer des occurrences, des réitérations et tout un tas d'éléments. Mais en vérité, pour nous, c'est quelque chose qui aujourd'hui reste vraiment marginal. Alors, on doit l'utiliser dans nos outils de marketing peut-être, ou certains peut-être pour placer de la publicité ici ou là, c'est possible. Bon, mais donc tout ça est assez limité jusqu'à présent. Sur la partie très importante du lien qu'on doit ou ne doit pas avoir avec l'IA comme entreprise, pour nous, cette question se pose dans la même question que le lien qu'on doit avoir ou pas avec les GAFA. Mais pour nous, la réponse, c'est que il n'est pas possible de signer des accords commerciaux avec ces entreprises. Je mets à part la question des droits voisins de la presse, puisque les droits voisins sont des droits, comme leur nom l'indique, qui ont été obtenus par la loi. D'abord une directive européenne de 2019, posée dans le droit français, donc qui autorise, enfin qui oblige les plateformes à reverser aux éditeurs de presse et aux agences de presse des droits en échange de la publication de leur contenu et de leur usage à des fins de grande rentabilité pour ces plateformes sur leur espace. Ça, c'est de la même manière que les journalistes touchent
touchent des droits d'auteur quand leurs contenus sont repris, par exemple, dans des manuels scolaires ou d'autres. On considère que les droits voisins de la presse sont une manne, disons, financière qui doit pouvoir nous revenir. Pour être complètement transparent avec vous, jusqu'à présent, on a refusé de les toucher parce que on n'avait pas obtenu la certitude de pouvoir publier les montants perçus. C'est-à-dire que Mediapart n'avait pas la certitude de ne pas être attaqué en cas de publication des montants perçus par Google, par Meta, éventuellement, je parle vraiment de la partie des droits voisins. Donc sur cette question de la transparence, pour l'instant, on a refusé l'argent, mais en fait, il reste dans un organisme auquel on participe, qui s'appelle l'organisme de gestion collective des droits voisins de la presse, qui rassemble tout un tas d'éditeurs et d'agences de presse. Et donc, notre argent est en attente dans cet organisme, parce qu'on n'allait pas le laisser non plus aux plateformes, ça aurait été un peu bizarre. Donc voilà, l'argent est en attente. Quand on aura absolument toutes les garanties, ce qui semble être à peu près le cas, on sera en mesure de percevoir cet argent. En revanche, on est absolument opposé, radicalement opposé à l'idée d'accords bilatéraux de médias avec soit les moteurs de recherche, soit les réseaux sociaux, soit les entreprises d'IA, qui sont en général plus ou moins les mêmes. Est-ce que vous avez une idée de la structuration sociale de vos abonnés? Est-ce que c'est assez diversifié? Est-ce que vous avez des chiffres sur ça? Et peut-être aussi au niveau de la rédaction, je sais que le reproche qui est souvent avancé à raison par des personnes qui consomment les médias, c'est qu'il y a une forme d'entre-soi dans les personnes qui les produisent et qu'on retrouve dans les profils, à la fois sur le plan social et sur le plan aussi racial, au sens sociologique du terme. Est-ce que vous essayez de jouer sur ces paramètres-là? Oui, alors je vais répondre très vite sur la question du profil sociologique de nos lecteurs et lectrices ou abonnés. En fait, on s'est intéressé très tardivement à cette question parce qu'elle n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt pour nous, sachant qu'on cherchait à s'adresser au plus grand nombre. Je vous renverrai, si vous le souhaitez, par vos professeurs, un élément de questionnaire qui doit être d'ailleurs sur notre site, qui montre, puisqu'on a envoyé ce questionnaire au beau milieu de l'été, ça devait être l'été dernier, pas cet été, pardon, celui d'avant. Il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de lecteurs et lectrices qui ont répondu, donc c'est quand même une base assez solide. Et le résultat nous a pas fait sauter au plafond de joie. Je pense que c'est moins pire que certains journaux, mais on a plutôt une moyenne d'âge de 45, quelque chose comme ça, ce qui est pas mal. Mais ce qui n'est pas forcément exactement ce qu'on espérait. Sur la sociologie, en revanche, là, sur les origines géographiques, on a très peu de choses, et les origines ethniques, vous savez qu'on peut pas interroger les gens sur cette question. Et donc, j'en viens tout de suite à une question vraiment qui est absolument centrale pour nous, c'est la manière dont on cherche à représenter la société dans nos équipes. Donc, le fait qu'on ait nommé une gender editor, une responsable aux questions de genre et une responsable aux questions raciales, je vais la nommer, il s'agit de Sabrina Cassa. Elle a été nommée l'année dernière. Pour nous, c'est évidemment le signal que nous prenons ces questions à bras-le-corps. Pas pour faire plaisir à qui que ce soit, parce qu'on considère que c'est absolument fondamental pour le journal. On considère qu'une personne racisée va arriver dans la rédaction, par exemple, si je parle de la rédaction, avec un bagage qui potentiellement est différent de celui d'autres personnes, parce qu'elle a une expérience qui va être différente. Une personne, donc les questions d'origine sociale aussi sont très importantes. Peut-être cette personne va avoir des sources qui ne seront pas les mêmes. Et donc là, on en vient au cœur de ce que je veux dire, c'est une nécessité. Et donc c'est une folie de ne pas faire appel aux personnes qui, effectivement, habituellement ne rentrent pas dans les canaux de peut-être d'ailleurs déjà des écoles et puis ensuite des rédactions. Donc c'est absolument nécessaire parce que c'est une richesse, c'est une force de frappe supplémentaire, c'est un regard et donc des sources. Voilà, je dis le mot central pour moi, c'est des sources qui vont être différentes, et importantes pour les enquêtes. Et
comment on essaye de s'améliorer là-dessus? Eh bien, il y a tout un tas de mesures qui ont été prises. Bon, déjà, une attention et une vigilance, une prise de conscience, ça a pu être un peu long. Même si moi j'ai suivi les questions migratoires pendant 10 ans, entre 2008 et 2018, eh bien, je me suis rendu compte que je faisais pas évidemment tout bien tout de suite, que je pouvais avoir des biais racistes, que c'est possible en fait. Donc on a fait des formations en interne pour se conscientiser, s'acculturer aux approches, à la science, au développement de la recherche universitaire sur ces questions-là. Et ce qu'on a mis en place aussi depuis quelques années maintenant, ça doit faire 2-3 ans, c'est que toutes nos annonces de recrutement sont publiques, y compris celles des journalistes, ce qui n'était pas le cas avant, ce qui est peut-être pas le cas encore dans certains journaux. Et on a un souci de rédiger ces offres d'emploi de la manière la plus large possible, de la plus accueillante possible, pour que chacun se sente autorisé, ne soit pas freiné en se disant « Ah là, mais c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, c'est pour d'autres, etc. » Donc, pour essayer de rompre le plus possible la question de la reproduction et de l'entre-soi. Si on veut s'adresser au plus grand nombre, ce qui est notre cas, eh bien, il faut qu'on rompe ce cercle de la reproduction sociale et qu'on aille au-delà de ce petit entre-soi qui, si on y prend garde, se reproduit inévitablement. Mais on a encore des progrès à réaliser là-dessus, c'est une évidence. Et notamment, puisque dans les recrutements, je pense qu'on s'est pas mal amélioré, dans les postes de direction et donc dans les postes intermédiaires, on commence à être pas mal aussi, mais c'est ça aussi maintenant la question qui nous occupe. Maintenant, il faut que dans les postes de direction, alors il se trouve que sur les questions de genre, on est bien, puisqu'on est même au-delà, on va dire, puisque sur les 4 postes les plus importants de l'entreprise, les 4 postes les plus importants de l'entreprise sont occupés par des femmes. Mais sur les questions raciales, là, on a encore des efforts à faire. Vous nous parliez de l'importance de la protection des sources tout à l'heure, et je voulais savoir comment ça se passe justement dans ce moment où vous pouvez vraiment pas révéler vos sources au sein de la rédaction. Est-ce que tout le monde va être au courant? Est-ce qu'il y a juste le ou la journaliste et son ou sa chef? Est-ce qu'il y a même pas les chefs en fait? Qui connaît les sources chez Mediapart? Très peu, mais d'abord on se fait confiance. Et un petit cercle suffisamment important de la direction éditoriale. Là, en l'occurrence, sur l'affaire Cahuzac, c'était Edoui. Aujourd'hui, ce sera moi. Un noyau dur est au courant. Et ensuite, on traduit ça pour l'équipe de manière à ce que chacun comprenne qu'on a ce qu'il faut. Mais on n'a pas si souvent besoin d'expliciter plus que ça, parce qu'en fait, on sait comment on travaille. Que maintenant, on a cette expertise sur l'investigation depuis 17 ans, expertise que par ailleurs Edoui ramenait dans son sac à dos de plusieurs années d'enquête et de poste au Monde, et puis de poste au Monde à la rédac, puis comme chef, et donc pas mal d'enquêtes aussi d'envergure dans sa poche. Mais maintenant là, c'est ensemble, on s'est acculturé. L'équipe a 17 ans d'enquête. Et donc, ce sont des procédures qu'on partage, des manières de faire qu'on partage. Pour que vous ayez une idée, c'est que souvent, quelques exemples comme ça qui vous donnent cet esprit, souvent pour les enquêtes les plus difficiles, les plus compliquées, qu'est-ce que je veux dire par compliquées? Celles pour lesquelles on sait qu'on sera le plus exposé, elles sont signées par 2 journalistes. On évite de laisser un journaliste seul sur une grosse enquête. Parce que on veut pas qu'il se perde en chemin. On veut qu'il y ait toujours un regard extérieur. Alors bien sûr, il aura toujours son responsable de pôle. Aujourd'hui, les responsables du pôle enquête sont Fabrice Arfi et Michael Agenberg. Donc évidemment, eux, ils sont toujours en lien avec le rédacteur, avec le journaliste qui fait l'enquête. Mais c'est même mieux que tout le moment de recherche, de contact des sources, etc., se fasse à 2, soit partagé, pour qu'il puisse y avoir des débriefs, des va-et-vient, que si un journaliste à un moment se perd ou part sur une mauvaise piste, il puisse être ramené comme ça dans une autre direction, et qu'il y ait toujours un regard un peu tierce personne qui soit là.
Et puis, nos enquêtes les plus exposées sont aussi relues par nos avocats. On a un cabinet d'avocats, une équipe d'avocats qui travaille en permanence avec nous. Enfin, ils travaillent aussi pour d'autres journaux, mais ils travaillent quand même beaucoup pour nous. Pour vous donner une idée, on a eu plus de 300 procédures judiciaires depuis 2008. On en a perdu 5 de trop. Voilà, mais on essaye d'éviter ce genre de situation d'abord en publiant des faits qui sont absolument imparables, ça va sans dire, mais aussi en ayant une relecture approfondie de nos avocats. Alors, vous aurez, si vous faites de l'investigation, l'occasion de faire cette expérience dans vos futurs rédacs. Ça donne lieu à des discussions très toniques entre les avocats qui veulent qu'on enlève tout, grosso modo, et les journalistes qui veulent quand même raconter, apporter les faits, etc. Donc souvent, ça se traduit par des questions de formulation, ne pas imputer des faits tels que pourrait le faire la justice. Ça, c'est un savoir-faire qu'on acquiert au fil du temps. Mais moi, je n'ai jamais la moindre inquiétude sur les infos qu'on sort. Jamais. Parce qu'effectivement, comme directrice de publication, je suis responsable des enquêtes et donc de nos contenus. Et le cas échéant, c'est à moi que revient la responsabilité de me présenter devant les tribunaux pour représenter le journal et défendre le journal. Bonjour, sans revenir trop dans les détails, mais je voulais savoir comment est-ce que Mediapart avait perçu le faible soutien de la profession ou d'une partie de la profession à laquelle on va tous et toutes appartenir vis-à-vis du travail d'enquête indépendant extrêmement long que vous avez fait sur l'affaire libyenne suite à la condamnation en première instance. Le fait qu'une partie de la profession s'est retournée contre vous et votre travail d'enquête. Et qu'est-ce que ça dit sur la place de l'investigation indépendante en France aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une dégradation des relations de confiance au sein même de la profession et plus largement dans la société aussi? À vrai dire, on n'a pas été complètement surpris parce qu'en fait, comme je vous disais, cette expérience, on l'a déjà eue au cours de nos 17, presque 18 maintenant, puisqu'on va fêter nos 18 ans en mars, années d'existence. On l'a vécu de manière très forte, peut-être encore plus forte au moment de l'affaire Cahuzac et à plein d'autres moments. Donc, c'est quelque chose qui ne nous surprend pas tant que ça, mais qui est néanmoins extrêmement déplaisant, il faut bien le dire. Et pas déplaisant pour nous au fond, mais déplaisant pour la manière dont on perçoit un espace démocratique partageable. C'est ça qui nous paraît problématique. Alors la manière dont je l'analyse, c'est peut-être moins le rétrécissement de la place de l'investigation, bien que là je voyais une interview de Perdriel qui disait qu'il fallait que les enquêteurs, la place des enquêteurs soit réduite. Bon, et donc il doit y avoir d'autres cas, mais j'ai pas d'éléments là chiffrés pour porter cette analyse. En revanche, ce qu'on perçoit, c'est la force de frappe de la sphère Bolloré et la manière en ayant toute la ligne de publication des télés, des radios, des journaux, des éditeurs, toute la sphère culturelle qui est, et puis maintenant avec Sterrin qui finance des écoles, y compris de journalisme, je crois, et d'autres lieux comme ça, c'est cette bataille culturelle, comme on pourrait dire, je sais pas si c'est la bonne expression, parce qu'elle est tellement usée et réutilisée maintenant qu'elle sent un peu le vieux, voilà, donc peut-être ne l'utilisons pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la puissance de l'extrême droite est frappante. Si frappante que je pense que progressivement ça déteint sur une partie de l'espace politico-médiatique qui se repositionne en fonction de la manière dont l'extrême droite cadre le débat public en France. Voilà. Et donc, on a beaucoup de confrères qui, plutôt que de sortir leurs propres informations et d'imposer leurs priorités éditoriales, réagissent à l'agenda de l'extrême droite. Et donc ça recadre entièrement le débat public sur leurs analyses. Voilà. Et donc c'est évidemment absolument désastreux. Donc comment faire? Parce qu'après tout, autant se donner des forces. Je pense qu'il y a beaucoup à faire.
et que vous êtes la relève. Donc, d'abord, on compte sur vous. On compte pour mener cette bataille des faits, les replacer au centre. Un fait, ça n'a rien à voir avec une fake news, et il faut savoir comment on porte cette information. Je pense que c'est important d'essayer de choisir des médias qui ont des valeurs, alors pas forcément exactement les mêmes que Mediapart, hein. Je dis pas que tout le monde doit travailler à Mediapart, il y a plein de journaux qui sont hyper pertinents, et je pense que du côté des médias, et notamment du côté des médias de la presse indépendante, il y a un rôle collectif à jouer pour se mobiliser, pour travailler ensemble, être solidaires les uns des autres, pour être plus forts, pour parler au public le plus large possible, et essayer de remporter la bataille de l'information, bien sûr. Moi, j'avais une question par rapport à l'espace participatif de Mediapart, parce que vous disiez que c'était un espace qui s'était un peu perdu, et donc je me demandais ce qu'il en était. Est-ce que Mediapart était moins un média participatif aujourd'hui et plus un média d'investigation? Non, je pense que ça reste vraiment un des piliers de notre manière de voir le journalisme, mais là où vous avez complètement raison, c'est qu'on est en train de recomposer ce qu'on pense spécifiquement par participatif. Au départ, pour nous, le participatif, c'était effectivement beaucoup les blogs, les commentaires, c'était notre vision, parce que ça correspondait à la vision des nouveaux médias en ligne, des pure players, de ce lien qui passait par ces espaces-là. Voyant que leur intérêt allait en diminuant, on a réfléchi à la manière de repenser cette question du participatif, parce que pour nous, elle reste absolument indispensable. On a lié notre réflexion aussi au fait qu'on a tous traversé, enfin comme journalistes, alors pas tous parce qu'il y a des journalistes qui sont arrivés après, mais la période de Covid, donc les quelques mois où on a été séparés, on a travaillé à distance, et où on a senti un énorme besoin du public de liens. Donc c'est à ce moment-là, pendant le Covid justement, qu'on a créé cette émission à l'air libre, et donc qui se poursuit dans sa forme à peu près identique. Et à partir de ce moment-là, les événements qu'on a commencé à organiser à l'extérieur, on s'est dit en fait pour nous le participatif, c'est plus seulement la question du commentaire et du blog, c'est le lien direct avec notre public. Donc on va absolument développer tous ces lieux de rencontre possibles. Je vous ai pas donné l'exemple, mais du coup c'est une bonne occasion là. On a fait ce film qui s'appelle Personne n'y comprend rien autour de l'affaire libyenne, le documentaire que vous avez peut-être vu en salle de cinéma. On s'est appuyé sur ce film pour organiser tout un tas de débats publics partout en France. Donc on a été invités par les salles de cinéma dans des toute petite ville, il fallait quand même qu'elles aient un cinéma, mais on a répondu présent le plus possible pour échanger avec le public. Et on a vu à quel point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça nous faisait du bien, ça leur faisait du bien. Et donc c'était une source de partage d'énergie, et on parlait tout à l'heure de la bataille à mener et du danger démocratique que représente l'extrême droite. Beaucoup de nos lecteurs et nos lectrices sont très inquiets par cette perspective. Et le fait de se retrouver, c'est une manière de se donner des forces pour ne pas se résigner. Nous, je vous ai dit à quel point pour Mediapart c'est important de faire comprendre notre utilité et donc d'avoir de l'impact pour faire comprendre qu'on peut faire bouger les lignes. Mais c'est aussi de dire, nous, on produit de l'information, à vous d'agir derrière, à vous de vous mobiliser, voter si vous le souhaitez. Enfin, emparez-vous de nos informations et agissez comme citoyens derrière. Voilà, c'est non gagnant, mais non, vraiment. Merci. Bonjour, ma question c'est que j'aimerais savoir comment vous formez les jeunes journalistes dans votre rédaction, parce que vous avez mentionné un savoir-faire unique et collectif, donc je m'intéresse à comment vous le passez pour les jeunes comme nous qui nous n'avons pas notre propre source et nous n'avons pas de grandes idées sur les investigations, donc j'aimerais savoir est-ce que vous avez votre propre méthodologie? Alors, ce qu'on fait, c'est que
D'abord, chaque année, on accueille en alternance 2 ou 3 parfois étudiants qui suivent en parallèle donc une formation dans une école de journalisme. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui nous avons un étudiant qui vient de l'école. Il est là. Salut. Voilà, de cette école. Donc, ça pour moi c'est le meilleur lieu pour apprendre. C'est le contact direct avec le réel, avec l'équipe et des cas très très concrets. Donc, alors évidemment, les premiers papiers qu'on va vous demander seront pas forcément l'affaire libyenne, vous voyez. Mais vous avez d'abord accès à l'ensemble des lieux de discussion. Et ce que j'ai pas dit, mais peut-être ça mérite d'être partagé, c'est qu'on a une conférence. On est vraiment un quotidien. Ça, j'ai dit tout au début d'Information Générale. On publie 3 fois par jour. On a une conférence de rédaction tous les matins, et cette conférence de rédaction, elle est ouverte non seulement aux journalistes, mais à l'ensemble de l'équipe. Voilà, pour nous, c'est hyper important que tout le monde soit aligné. Je vous disais ça aussi, l'importance d'être alignés tous sur le même objectif, produire une information de qualité pour faire en sorte que de plus en plus de personnes aient envie de s'abonner et d'être dans la communauté de Mediapart. Et donc, les alternants et les alternantes, évidemment, ont accès à toutes ces réunions, sont attachés à des pôles. Et puis ensuite, s'aguerrissent en fonction des sujets, en fonction des enquêtes. Et c'est le savoir-faire qui est partagé avec le responsable de pôle qui permet à chacun d'avancer. Et puis après, on aime bien aussi les auto-formations, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait de plus en plus à Mediapart, c'est que on a des journalistes qui ont vraiment des spécificités. Par exemple, Yann Philippin, je ne sais pas si vous voyez ses enquêtes, il fait du leaks à fond les ballons. Donc il est capable de manger un niveau de données assez impressionnant, même peut-être il est plus fort que l'IA. Et lui, il est aussi très fort dans la lecture de budget. Donc il fait des formations à l'ensemble de l'équipe. Alors on se dit, il faut qu'on se serve des compétences en fait fines des uns et des autres pour se les partager. Fabrice Arfi, lui, il connaît évidemment très bien le système judiciaire et la manière d'obtenir des informations ou pas, comment écrire, comment trouver des sources pour des grosses enquêtes. Bon, eh bien, il nous fait une formation. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est entre nous. Peut-être qu'il faudrait qu'on la propose plus largement. Je ne sais pas. Alors, je sais que aussi certains de nos journalistes, parce que si on enseigne, on donne des cours, disons, dans certaines écoles de journalisme. Mais c'est un peu comme ça qu'on s'y prend, en fait, sur le tas. Eh bien, merci beaucoup.